27 mai. Et vous me laissez d'abord dire le 26. Je disais donc qu'on est le mercredi 27 mai 2026, mesdames et messieurs, c'est le début du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. C'est 10-12 élites. Et cela fait 153 jours officiellement que le président de la République a promis un remaniement ministériel au Camerounais. On attend toujours. Il pleut à Douala. Sable. Comment on appelle encore là, Mbanga Pongo, Makepe Misokin. Hein? Il y a encore quel autre? Mbanga Pongo, je l'ai dit, Mbanga Pongo. Oui. Bonaberi. Mabanda. Bonaberi, Mabanda. Bonendale. Abattoir. Vraiment beaucoup de courage, hein, les gars. C'est que quand le ciel commence à être noir, vous sortez le chapelet, le Coran, vous priez tous les saints du ciel. Bon. L'équipe est réunie et l'équipe technique du jour est composée de sélection à la réalisation et Théophile Tchouke à la prise de vue, Carlos Minoué au son. Et de l'autre côté, bonjour Jean-Paul Boyou. Bonjour Céline, bonjour ce matin, bonne fête de la Tabaski à tous nos frères de confession musulmane et bonjour à la diaspora et les chrétiens pour le Mayette. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à toutes les personnes connectées ce matin qui nous écoutent et nous regardent religieusement. Ce matin, Cédric, j'ai une pensée pour tous les parents qui veillent chaque jour pour l'éducation de leurs enfants. Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je crois que ça commence à bien faire. Les personnes véreuses et vicieuses s'en prennent aux enfants. Pour ceux qui ont regardé le journal hier, un enseignant à qui on a fait confiance, qui s'est permis malheureusement d'abuser de au moins 14 enfants dont les âges varient entre 4 ans. 14 enfants 4 ans et 14 ans au plus dans 3 établissements scolaires différents, sans qu'ils ne soient inquiétés. La question, elle se pose. Vers qui devons-nous nous tourner désormais? À la maison, les enfants sont victimes de violences. À l'école, de violences. Chez les voisins, chez les membres de la famille. J'ai envie qu'on nous dise où est-ce que nous devons désormais déposer ou alors mettre nos enfants pour qu'ils soient en sécurité. Ah là 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 là. On en parlera dans la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Ok, restez des nôtres. Belmondo Djouaka, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, panel et à tous ceux qui nous regardent encore ce matin. Estelle Mondi, bonjour. Merci, bonjour Cédric, bonjour à mes co-panélistes, bonjour à tous les parents dont j'appelle comme ça la vigilance de tous sur nos enfants. Ouais, on aura l'occasion de développer ça au cours de l'émission, mais en attendant, accrochez-vous. Passez l'histoire du jour aussi là. On doit là-haut. L'histoire du jour aussi là. Alerte au spoil, je ne dis plus rien. On y va. Je ne dirai pas une phrase 2 fois sur toi. Hein? Soyez très attentifs, elle ne dira pas une phrase 2 fois. Bonjour à tous, je m'appelle Gertrude, un nom d'emprunt. Je suis mariée depuis 11 ans à un homme qui m'a toujours semblé bon. En nous mariant, il m'a dit avoir 2 enfants avec qui il n'était plus en contact car le maire aurait coupé les ponts avec lui après avoir refait sa vie. Je ne l'avais jamais vu, donc je croyais tout ce que me disait mon mari sans jamais douter. Je lui faisais aveuglément confiance jusqu'au jour où j'ai découvert que depuis tout ce temps, il se moquait de moi. Quelques semaines avant le décès de ma belle-mère, j'ai eu une violente dispute avec mon mari qui a décidé de me mettre à l'écart de tout. Après les querelles, vous connaissez les bourderies. Bref, il a organisé le deuil de sa mère avec ses amis et les membres de sa famille. C'est pendant l'enterrement que j'ai découvert que l'histoire d'amour avec la mère de ses premiers enfants n'avait jamais pris fin. J'ai reconnu un visage familier pendant la veillée au village, car je l'avais plusieurs fois aperçu lors des événements familiaux, mais toujours de loin jusqu'à ce que j'apprenne par l'intermédiaire de mon petit beau-frère qu'elle était en réalité la mère de ses enfants. Donc cette femme traîne dans mon ombre depuis des années sans que personne n'ait osé me dire qui elle était ni pourquoi elle était toujours présente à tous les événements
alors que j'ai été dotée et mariée à l'église. J'ai voulu tout casser, mais mes soeurs m'ont conseillé de me calmer et de rentrer attendre mon mari en ville pour lui demander des explications. J'ai dormi sous une tente avec ma famille pendant que cette femme dormait dans la maison du deuil, entourée des cousines et des sœurs de mon mari. Ma sœur a quand même tenu à glisser un mot à mon mari en lui disant que ce n'était pas correct de ramener son ex dans un moment aussi délicat et intime. Il a mal pris et a envoyé ma sœur balader. Étant déjà informé que j'avais découvert l'identité de cette femme, il m'a ignoré pendant tout l'enterrement. De retour en ville, il s'est mis à me traiter de mauvaise femme, de femme problématique qui n'a jamais rien fait pour lui. Il m'a dit qu'il était libre de faire venir qui il voulait au deuil de sa mère, que je n'étais rien ni personne pour lui interdire et que la mère de ses enfants a toujours été d'un grand soutien pour lui. Il m'a traité de tous les noms d'oiseaux et m'a dit que si je n'étais pas d'accord avec ça, j'étais libre de partir. 11 ans dans le mensonge, 11 années dans le flou. Quand j'y pense, je peux mourir de douleur. Cette femme est au courant de toute ma vie. Il m'a fait dormir sous une tente avec ma famille pendant qu'elle dormait dans la maison du deuil. Et quand j'appelle mes beaux-frères pour me plaindre, ils me disent que cela ne les regarde pas. Apparemment, mes beaux-frères, j'y arrive, je les gère mal, alors que l'autre le fait tellement bien qu'ils ont du mal à s'en débarrasser. Face à tout ceci, je ne sais réellement plus sous quelle position me placer. Aidez-moi avec quelques conseils, s'il vous plaît. Et elle a des enfants avec... Oui, elle a des enfants avec son mari. Elle vous a dit combien? Non, pas. Elle a des enfants. Elle a des enfants, donc plus d'un. Plus d'un quand même. Ouais, bah voilà. C'est quoi son nom d'emprunt? Gertrude. Gertrude. Oh, oh. J'en ai connu deux des Gertrude qui ont souffert pratiquement du même problème. Comment? Pratiquement du même problème. Leur gars a été d'éternel conjurant devant Dieu, devant l'éternel et devant les hommes. Bon bah, voilà donc la situation. Gertrude a découvert que son mari pendant 11 années continuait à entretenir une relation très étroite avec la mère de ses enfants, au point où elle a dû dormir sous la tente pendant le deuil de sa belle-mère. Elle a dormi sous la tente avec sa famille. Pourtant, la mère des premiers enfants de monsieur dormait dans la maison du deuil. Et a priori, la dame semble avoir mangé le cœur de tout le monde là-bas. Ouais. Elle nous demande ce qu'elle doit faire. Après 11 ans de mariage. Elle demande comment s'en tenir parce que visiblement les obsèques sont déjà terminées, les obsèques de sa belle-mère. Et donc aujourd'hui, elle peine encore à devoir concevoir cette humiliation que lui aurait infligée son mari lors des obsèques de sa maman qui est sa belle-mère. Et donc elle demande comment est-ce qu'elle devrait se tenir dans son couple avec son mari parce que visiblement ça l'a marqué et sa famille également à elle qui s'est sentie un peu rabaissée, je dirais ça comme ça, parce que la mère de ses premiers enfants qui est son ex-femme a passé la nuit dans la maison du deuil. Par contre, elle qui est sa femme légitime parce qu'elle précise qu'elle a été dotée et légalisée même à l'église. À l'église? Oui, elle a été mariée à l'église, elle est passée devant le maire, devant les ancêtres et elle n'a pas été... précise que l'église ne reconnaît pas le divorce, déjà. Oui. Et donc elle se pose la question de savoir avec tout ce qu'il m'a fait, l'humiliation qu'il m'a imposé à ma famille et à moi lors des obsèques de sa maman, est-ce que je devrais encore poursuivre dans ce mariage, rester à ma place et tout ce qui va avec. Et elle précise quand même qu'avant le deuil de la maman, elle avait eu des problèmes avec son mari et tout ce qui comportait le deuil de cette maman, son mari l'a complètement mise à l'écart. Il a organisé le deuil avec sa famille et ses amis sans toutefois qu'elle ne soit impliquée dans quoi que ce soit. Mais maintenant, elle arrive au deuil et... Bon, je demandais ce détail-là. Je précise que j'imagine que s'ils sont mariés à l'église, ils sont également mariés à la mairie. Bien sûr. Naturellement. Que l'église ne connaît pas le divorce. Jean-Paul Boyo, qu'est-ce que Gertrude doit faire maintenant?
11 années dans le mensonge, pourtant elle partageait. Le mensonge, elle ne savait pas, son mari lui a caché qu'il entretenait toujours une relation avec son ex-femme, la mère de ses enfants. Non, son mari lui avait dit au départ, quand ils sont rencontrés, que la mère de ses enfants avait coupé les ponts avec lui. Un être humain, même s'il a 8 ans, tu peux penser que les enfants que vous avez trouvés dans une maison avec un homme, cet homme n'a qu'une relation avec la mère de ses enfants, c'est de la folie. Il faut nous arrêter ça. Pas relation, mais pas à ce point-là. Je dis, il y a toujours une relation, soit de parole, soit matérialiste, soit de respect entre un homme qui a eu des enfants avec une femme. Si un homme vous dit un jour que ça n'existe pas, aucune de ces garçons n'existe pas, c'est faux. Il peut y avoir conflictuel, mais il y a toujours du dialogue, même s'il est toujours dans une option de problème. Ce que je veux dire, c'est que cette femme, c'est une femme de très mauvaise foi. C'est une très mauvaise femme ce matin. Je n'aime pas dire ça les jours sains comme ça. Parce que vous avez suivi le discours de cette femme. Mais vous dites quand même. Cette femme dit que il y a eu des problèmes alors que sa belle-mère venait de mourir. Ça veut dire quoi? Vous êtes marié, vous avez perdu votre cordon ombilical. La douleur est au rendez-vous. Et pendant ce temps, c'est là où votre femme choisit pour vous faire des problèmes. Elle prend les précautions. Elle prend les... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Puisqu'elle dit que les bouderies de ça, il faut suivre l'histoire. Lisez votre histoire comme vous envoyez. C'est une très mauvaise femme. Oui. Donc il y avait certainement maladie. Il y avait certainement des soucis. Elle a fait des problèmes. Non, écoutez. La vie s'arrête parce que ça. Lorsqu'un homme, mais là, si vous n'écoutez pas les conseils qu'on donne ici, là, vous allez faire un très mauvais mariage. Ah oui, c'est ça. Je vous dis ici que lorsque la maman d'un homme est malade, lorsque la maman d'un homme est dans une mauvaise situation et que vous vous comportez de façon belliqueuse et belliciste, vous créez une atmosphère qui ne va pas apporter de la paix dans le foyer. Et cela va se compliquer si vous y ajoutez de la bouderie. C'est ce qui s'est passé. La femme a continué la bouderie jusqu'à ce que le deuil se pose. Quel homme peut supporter une telle femme? Quel est l'homme qui va supporter une femme? Même vous avez votre frère qui est marié et que votre maman en commun est décédée. Cette femme, au lieu d'accompagner son mari vers des meilleures conditions pour un deuil de bonne qualité, elle fait des bouderies, elle ne peut pas, elle fait tout ce qu'il faut et tout, qui n'honore pas son mari. Vous voyez qui va supporter ça? On va inverser l'histoire. Hein. Je ne suis pas en train d'inverser. C'est la femme qui boude. C'est le mari qui boude. Les deux. Non. Elle a dit, vous connaissez quand il y a les problèmes, les bouderies de ça. Qui boude dans le mariage? Il avait déjà son plan. Il savait déjà que la femme allait arriver. Autre chose. Vous n'allez pas demander à une femme qui a eu des enfants et dont la petite fille, les petits-fils ont perdu leur grand-mère de ne pas venir au deuil. C'est faux. Même si vous êtes marié devant le pape. Et c'est pour ça que vous la faites dormir dans la maison. Ce n'est pas le monsieur qui la fait dormir. Vous ne connaissez pas les relations très poussées entre la dame en question et ses belles-sœurs. Et vous n'allez pas, même l'homme ne peut pas interdire à ses belles-sœurs, à ses sœurs, de ne pas être en harmonie avec leur amis. Non, Pamela Fomène. Oui, comment vous dire non, c'est ça. Vous pouvez être ma femme et vous avez de très très bonnes relations avec ma soeur. Au point où, même lorsque vous et moi ne se parlent pas, je ne vais donc pas anesthésier la relation qui a eu avec votre soeur. Mais pourquoi pas? Pourquoi ça devrait alors? Non, je dis ici. Voici une femme qui a perdu sa belle-mère et qui est arrivée, n'a pas tout fait, parce qu'elle n'a rien fait pendant la période de préparation du deuil. Si elle avait préparé le deuil, elle était allée au village, aller sacrer la maison, aller arranger, elle aurait dit que ce segment de la maison c'est le mien. Elle ne l'a pas fait. Peut-être parce elle ne l'a pas fait. Non, quelle que soit la mise à l'écart du monsieur, c'est votre belle-mère. Elle a été au niveau de la table d'honneur lorsque vous vous êtes mariés. La femme a lamentablement démissionné dans la préparation du deuil de sa belle-mère. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que si elle avait fait les allers et retours au lieu du deuil, c'est d'Indie, elle aurait dit que les 2 chambres aussi sont les miennes. Personne ne se serait opposé. À partir du moment où elle a fait comme une amie, elle est venue le vendredi, avec le corps. Elle est arrivée le vendredi, la maison était... Elle a mangé la nuit pour lever le matin. Bien sûr, on a levé le corps en ville. On a levé le corps en ville. Elle est partie au village avec le corps. Le cortège funèbre, c'est dit. Elle est arrivée, toute la maison était déjà occupée. Et si celle-là, la fille en question, qui est la mère des enfants de ce monsieur, était en bonne compagnie avec une de ses belles-sœurs, qui a dit restez dans la chambre ici, vous voulez qu'on fasse quoi?
que le mari vient dire qu'elle se met dehors. On ne fait pas le deuil, on ne fait pas les poèmes pendant la période du deuil. Jean-Paul Boyo, imaginons un peu une seule seconde, inversons la situation une seule seconde. Si ça s'était passé, si ça avait été plutôt la femme qui a fait ça, vous auriez tenu le même discours. Faire quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Si elle avait été toujours en contact avec son ex, en étant mariée avec vous. Donc c'est vous voulez me dire que si moi j'épouse, s'il arrive que j'épouse. Le sujet là est comment? Non, allons-y, inversons. Vous voulez me dire que si moi, Jean-Paul Mboyo, j'épouse une femme qui a déjà un enfant, je vais anesthésier la relation née du fruit de entre les deux personnes là, alors qu'ils ont un enfant? Donc vous allez accepter. L'enfant là, même si vous allez accepter que votre femme continue de voir son ex. Je vais encadrer. Je vais encadrer. Mais je ne peux pas interdire. Je ne peux pas. Si quelqu'un se marie un jour qui peut interdire, c'est faux. D'ailleurs, il a créé ses propres problèmes. Parce qu'il va mourir d'AVC. Et vous encadrez, vous trouvez un cadre normatif où votre épouse et le père de son enfant peuvent avoir un canal de dialogue. À partir du moment où vous avez fait ça, si ça extrapole, ça veut dire qu'il y a autre chose. Si vous avez qui sont toujours en relation, ils ne peuvent pas ne pas vous êtes ensemble dans la même maison, vous n'allez pas. Ils sont au téléphone, vous n'allez ensemble. Je dis ceci, un homme ne fouille pas le téléphone de sa femme. Je ne suis pas là pour devenir le gendarme derrière ma femme en train de fouiller son téléphone. Est-ce qu'elle cause avec le père de son enfant? Est-ce qu'elle parle aujourd'hui avec son enfant? Non, je dis ceci, je trouve un cadre normatif pour que le père de l'enfant n'ait pas de problème avec son enfant qui vit chez moi. C'est comme ça. Si je l'ai fait, le reste ne me Donc en gros, vous pensez que c'est Gertrude le problème? Parce que c'est Gertrude le problème. Parce que même si c'est dans l'inversion que vous voulez qu'on souhaite, si l'homme avait des problèmes avec sa femme pendant cette période de deuil, l'homme serait allé au village donner sa quote-part, sa contribution dans le deuil. Il l'aurait donné. Or, quand tu vois visiblement ici, la femme est venue comme une visiteuse. Elle n'a pas donné son panier de deuil. Elle n'a pas accompagné son mari dans le deuil. Encore moins sa famille. Voilà pourquoi l'homme, quand tu lui dis que comme tu vois là, j'ai vu la mère. Comment on comprend donc la relation Comment on comprend donc la relation toujours quasi fusionnelle qu'il y a entre les frères et les sœurs de cet homme et la mère de ses premiers enfants? Est-ce que, comme Pamela l'a dit, on n'a pas affaire à des gens hypocrites un tout petit peu? Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est quoi alors? Oui, prenez une bonne plongée d'eau parce que apparemment il ne s'agit pas de l'hypocrisie. Vous êtes un peu en colère. C'est Lindsay. Je vous dis, si vous avez eu un enfant avec une femme, vous avez vécu avec cette femme-là, elle peut avoir de très bonnes relations. Vous savez, parfois la relation ne se termine pas parce que la femme était avait mal à partir avec sa belle famille. Hein. Mais c'est justement avec son homme, les points de mésentente. Peut-être parce que l'homme lui sortait trop, il aimait trop boire, il aimait fumer, il aimait les histoires de vie mondaine, que la femme a dit, bon, à ce stade, c'est moi je pars. Moi, j'ai une relation très poussée avec ma belle-sœur, l'ex-femme de mon frère. Alors que c'est bonjour, bonsoir, c'est terminé. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que quand je vois ma belle-sœur, je refuse de l'embrasser, dire que bon, assieds-toi, on prend un pot. Alors qu'elle était toujours une très bonne femme vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma maman, vis-à-vis de mon père. C'est ça le problème aujourd'hui. Or, vous avez une femme qui est dans un comportement où elle pense que le mari, ce n'est que elle. Je dis, quand vous perdez votre belle-mère, je vais sortir par là. Votre mari, vous l'accompagnez dans les tâches du deuil, dans la gestion du deuil, dans la programmation du deuil. Si vous ne le faites pas, vous arrivez au deuil comme une visiteuse. À partir de ce moment, ne vous plaignez pas que vous avez trouvé une ex, vous avez trouvé une voisine avec qui vous ne parlez pas au lieu du deuil. C'est ça la vérité. D'accord. Donc c'est à madame Gertrude de se remettre en question. Ok. Pamela, vous pensez quoi de cette situation? Je sens comment vous brûlez d'envie de répondre à Jean-Paul Boyo. Non, pas. Est-ce que c'est le problème? C'est le problème de Jean-Paul, c'est le problème de Gertrude. Bah non, oui, mais justement, mais apparemment, vous n'êtes pas très en phase avec les positions de Jean-Paul. Je ne me suis même pas mais vu que vous étiez tout le temps en train de rentrer dans son temps de parole, c'est que vous avez... Oui, supprenez-moi. Vous faites ça tout le temps. Vous faites ça tout le temps, supprenez-moi. Moi, j'ai très bien écouté l'histoire ce matin. Oui. Et comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas parce que la mère est malade que mon chéri et moi, on ne devrait pas avoir des problèmes. Non. Encore qu'on ne les programme pas, les problèmes, non. Ça peut arriver. Et l'histoire révèle que avant le décès de ma belle-mère, j'ai eu les éclats de voix avec mon mari. Voici ce que l'histoire révèle. Donc, quand la mère décède, c'est-à-dire votre belle-mère, je crois qu'en ce moment, on met un point. Toutes les guégués qu'il y a autour, que ce soit la jalousie, je ne sais pas, l'infidélité ou quoi que ce soit, on fait taire cela, on s'organise
pour pleurer non seulement la grand-mère de vos enfants et votre belle-mère. C'est-à-dire que c'est indéniable, Cédric. Ça se passe comme ça généralement. Quand le mari boude, la femme boude, on arrive à ce genre de résultat. Non, je peux faire 2-3 reproches à cette femme. Elle aurait dû davantage s'impliquer dans l'organisation. Même by force. Oui. Elle signait indien. On ne parle pas de la djomba d'un mari. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une femme qui est mariée, qui a perdu sa belle-mère. Elle a l'obligation, au nom des enfants qu'elle a dans cette relation, de bien faire le deuil en disant aux enfants que voici le deuil de votre grand-mère. Et les enfants elle aurait fait comment, vu que toute l'organisation s'est faite sans elle? Elle faisait sa part d'organisation de son côté. J'en viens. Quand vous avez perdu votre belle-mère, votre famille à vous, c'est-à-dire la femme, généralement il y a une enveloppe qu'on remet à votre mari, c'est sa mère qui l'a perdu. La femme et ses sœurs organisent le deuil. C'est comme ça que ça se passe. Vous perdez votre belle-mère, vous avez votre maison du deuil avec votre mari, puisque les amis, les collègues, les voisins, les connaissances viendront derrière votre mari, vous avez votre maison du deuil. À côté de cela, vous organisez autre chose à côté. Cette chose sera gérée par les membres de votre famille. Parfois vos copines, parfois vos tantes maternelles, parfois votre mère. Je vais dire les personnes qui sont proches à vous. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. L'on peut avoir un second plan. C'est-à-dire que comme il sait que la mère de ses enfants va venir, et forcément, vous pouvez vous rencontrer. Puisqu'il vous a menti, je rappelle qu'ils sont à 11 années de relation. Oui. Forcément, il vous a menti. Et pendant les 11 années-là, apparemment, la mère des premiers enfants avait sa part. Tout à fait. Donc, peut-être le monsieur sait que comme j'ai menti, si la mère des enfants arrive, la façon avec laquelle elle va se comporter, sûrement on va savoir que j'ai une relation avec elle. Il fait durer le problème, il persiste, il ne veut pas la réconciliation, il veut toujours faire culpabiliser la dame. Et c'est en ce moment qu'elle est tombée dans le piège de ce monsieur. Vous êtes tombé comme du n'importe quoi. Vous n'aurez pas dû céder à cela. Même si vous venez à je sais pas, poser vos excuses, chérie, je suis désolé, à tort ou à raison, et qu'il insiste qu'il veut maintenir le problème, faites comme si vous ne voyez pas. Parce que la période, elle m'a choisi. Il a besoin de vous en ce moment plus que jamais. Faites ce que vous avez à faire. Chérie, par rapport au deuil, on va faire comment? On va louer les chiens comment? Est-ce que tu es allé au village? Est-ce que impliquez-vous afin que vous ne soyez pas reprochable? Si vous lui avez demandé une fois, il ne vous a pas répondu, vous êtes braqué, vous arrivez au deuil comme une personne comme ça. Non, ça ne se fait pas. Voilà le reproche que je peux faire à la dame. En ce qui concerne les relations avec les belles-sœurs, je suis une belle-sœur quelque part. Les belles-sœurs sont les hypocrites. Il n'y en a même pas deux. Les belles-sœurs sont les hypocrites. Quand tu as ta relation... Oui, je suis belle-sœur, non? Est-ce que je n'ai pas les belles-sœurs? Avec la belle famille, en tout cas. Ta belle-sœur n'est pas ta copine. Non, il faut intégrer ça. Ta belle-sœur n'est pas ta copine. Ne viens pas au deuil de ta belle-mère. Tu interroges les gens qui sont venus derrière ton mari. Tu vas te faire du mal pour rien et tu vas gâter le deuil de ta belle-mère. Non, 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 ne le fais pas. Tu es venu parce que c'est ta belle-mère qui est décédée. Fais ce que tu as fait sur ta maison du deuil. Prépare. Les amis de ton mari sont là, ceux que tu connais. Tu les reçois. Ta réunion est là. Tu reçois. Tu fais ce que tu as fait. Au point, quand tu vas te coucher, tu es vraiment irréprochable. Le reste, les problèmes qui sont arrivés avant là, vous allez les gérer après le deuil, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça veut dire que, excusez-moi, vous pouvez avoir les problèmes de votre mari, sa mère descend, vous ne partez pas, parce que vous avez les problèmes. Ça n'a rien à voir. La dame, je crois que sur ce point, elle est quand même, pardon, elle est quand même reprochable. Oui, elle a fait comme on dit au quartier, elle est reprochable sur ce point. Et j'attire l'attention des femmes. Vous qui posez le problème ce matin, Gertrude, vous avez rencontré un monsieur qui a 2 enfants avec une femme. Il ne l'a pas épousé. Il vous a rencontré, il vous a épousé. Et vous venez vous plaindre de la femme qui n'a pas épousé et qui donnerait tout pour être à votre place. Parfois les femmes, soyez un peu raisonnables. Ça n'a pas de sens. S'il aimait tellement cette femme et si les deux étaient compatibles, parce qu'il n'y a pas que l'amour, il l'aurait épousé, il ne t'aurait jamais rencontré. Il t'a épousé, mais il te trompe avec elle. Ça prouve qu'il tient à toi, il est avec toi. Tu te concentres dans ta vie amoureuse, dans ton couple. Pardon. Et tu vis ta vie. Oui, Cédric, c'est la meilleure façon de faire. C'est trop facile à dire. Hein. La théorie, elle est nickel. Donc, mais dans la pratique, là, comme on dit, le cœur n'a pas l'os. Donc vous espérez que le monsieur ce matin, il dit, ben, écoute chérie, j'ai fait 2 enfants, mais je vais t'épouser, mais je veux continuer la relation avec toi. Non, c'est pas vrai. Aucun homme ne le fera. S'il le fait, c'est qu'il ne vous respecte pas. Donc ma chérie, rattrape-toi. Qui dit qu'il n'a pas l'intention de prendre celle-là comme deuxième épouse? C'est un polygame non déclaré. Non? Une femme qui s'impose comme ça au deuil de sa belle-mère, c'est comme si la belle-mère lui avait fait une révélation avant de mourir. D'accord. Bon, Belmondo Djouaka, imaginons, mettons-nous à la place de Gertrude. Il pleut comme ce matin à Douala.
il pleut, on est au deuil. On est peut-être à Bamenjou, ou je sais pas moi, à Pitoa, ou du côté de Zileng, là-bas, dans l'extrême nord. Il pleut. Il y a la tente du deuil, donc pas la tente, la maison, la tente, le chapiteau. Vous, la femme légitime, vous êtes obligé d'aligner 2-3 chaises pour pouvoir trouver assez d'espace pour dormir. Vous prenez le cabas du deuil, vous mettez sur vous pour ne pas avoir froid. En imaginant une seule seconde qu'une femme qui, elle, techniquement n'a aucun droit, est assise et elle dort confortablement au chaud dans la maison du deuil, sous la moustiquaire imprégnée en plus. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi péter un câble à un moment donné pour Gertrude? Oui, ben, comment en est-on arrivé là? C'est d'abord ça qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce qu'une femme légitime se retrouve sous une tente alors que l'ex est bien au chaud quelque part dans la maison familiale? Il faut bien savoir ce qui s'est passé. Et c'est en ça que je rejoins Jean-Paul. Ça veut dire que c'est une femme qui n'est même pas, qui n'a pas de bon, qui n'est pas en bon terme avec sa belle famille. Ça c'est clair. Vous voulez qu'elle soit en bon terme avec sa belle famille pendant que ceux-là jouent les hypocrites en léchant les potes de la mère de ça c'est depuis le début. C'est depuis le début. Je vais vous dire, à partir du moment où vous êtes en couple, et même si les relations sont tendues entre vous et qu'on vous annonce que votre belle-mère est gravement malade et sur le point même de mourir, ce que vous faites, c'est que vous mettez d'abord, il y a un moment, même en guerre, il y a ce qu'on appelle d'abord le cessez-le-feu. On arrête d'abord, on annonce le cessez-le-feu. On se concentre sur l'essentiel. Vous vous déplacez, vous allez vers votre belle-mère qui est malade, vous restez à son chevet. Si elle doit mettre à l'hôpital, vous pouvez même dormir à l'hôpital. Pardon. Et après ça, si elle décède, vous allez informer à votre famille à vous, qui va s'élever pour organiser. Parce que votre famille vient en soutien. On a dit que le mariage, c'est l'union de deux familles. Oui, de deux familles. Elle ne m'a pas parlé de est-ce que la famille de cette femme s'est impliquée dans l'organisation de ce deuil? Si vous êtes retrouvé sur une tente sous la pluie, c'est parce que vous ne vous êtes impliqué en rien. Vous êtes venu avec le corps le vendredi. Et pourtant, l'ex s'est déplacé depuis près de 3-4 jours. Mais si elle ne s'est pas impliquée, c'est pas parce qu'on l'a mise à... On lui a dit carrément que je ne veux pas te voir dans l'organisation du deuil. Il me semble que si elle avait été repoussée, elle aurait mentionné ça dans le récit. À aucun moment, moi j'attendais cette partie quand on dit que je me suis déplacé pour aller au village, demander ce que je peux faire par rapport au deuil. J'ai été pris en partie par mes belles-sœurs. Voilà, on m'a dit que tu n'as rien à faire ici. Ça ne te concerne pas. À aucun moment elle n'a dit ça. À aucun moment. Quand est-ce que tu es venu demander ta part de maison de deuil? Chercher la maison de deuil au village. Dans nos villages, quand vous êtes une belle, vous venez, une épouse, il y a deux, vous avez perdu votre belle-mère, vous arrivez. Si votre mari n'a pas construit au village, vous allez, vous cherchez, il y a les voisins, vous demandez une maison. Ma belle-mère, je vais mettre ma maison ici. Je vais mettre ici. Trouve-moi les chambres. Ma famille va venir à mes va venir ici, mes amis vont venir ici, mes réunions vont venir ici, mes collègues seront ici. À aucun moment elle décide ça. Donc elle attendait venir dormir dans la maison familiale. Elle vient dort. Elle se couche, elle dort. Donc c'est une femme qui n'a pas de maison de deuil. Voilà une femme mariée qui n'a pas de maison de deuil. Non, Majesté, attendez. Ça veut dire que si la femme de ce monsieur, je vais dire la mère de ses enfants pour trouver un domicile, c'est le mari qui lui a donné. La mère de la femme n'a pas tué. Heureux. Non, mais parce qu'elle dit dans le elle ne dit pas, non, elle n'a pas dit que c'était sa maison. Attendez. J'ai une question. Oui. Vous dites que Gertrude n'a pas de maison du deuil. C'est la mère des enfants là qui a une maison du deuil. Non, on n'a pas dit qu'elle a, même dans le récit, elle ne dit pas que cet homme-là avait sa part de maison de deuil.
Elle dit, Justement, elle a dormi dans la maison familiale. Elle dort. Et la Parce femme que légitimement mariée. les premiers occupants, les premiers arrivés occupent le terrain. Ce n'est pas Ah que, bon? ce n'est pas que cela, Même Belmondo. quand ne sont pas des Ce n'est pas que femmes cela, de la maison. Belmondo, pour répondre à Céline rapidement. Les enfants de la femme là, qui est dehors, Ouais. ont dormi où? Dans la maison familiale. Et vous voulez que les mères aillent dormir où? Elles-mêmes, ses propres enfants ont dormi où? Non, moi ce que je veux C'est dire. ça qui montre le niveau de méchanceté de cette femme qui n'aime pas son mari. Et écoutez bien, elle dit j'en ai parlé à mes frères, elle a dit que ça vous regarde. Donc vous comprenez, les frères de son mari, ils ont dit ça vous regarde. Vous comprenez bien que entre les Oui, frères, il chasse l'argent puisque l'autre femme a plus d'argent et on les c'est elle qui cite, c'est elle qui parle d'argent dans son récit. Quand elle commence à parler d'argent, c'est là où je comprends qu'il y a un problème. Parce que Donc, c'est plus de... comme tu ne connais pas, non. Non, pourquoi vous dites non? c'est faux. Maintenant, non. Elle veut nous faire croire que Donc elle n'a pas de réunion où elle a mis le nom. Il y a rien. J'ai perdu ma belle-mère. il n'y a rien. Donc elle n'a pas de réunion. Son mari lui a interdit de faire les réunions. Elle n'a pas les réunions. Oh là Elle a là dit sa là famille qu'on a ok, cotisé. ça c'est bien. On a insulté. Donc la famille n'a même pas Sa belle-sœur lui a posé la famille, une question. sa famille n'a même pas Elle pu se cotiser. passe. Monsieur Ding a voulu inverser tout à l'heure. J'ai dit même Monsieur la Ding, inversion. Monsieur Ding, quand vous perdez votre belle-mère, vous un homme, qu'est-ce que vous faites vous? On dit que c'est vous qui organisez le deuil. C'est vous qui organisez le deuil. En réalité, c'est vous qui organisez le deuil. Vous, le cercueil, vous allez avoir votre maison de deuil au village, dans ce village-là. Vous allez faire venir les amis, vous allez. Il y a un certain nombre de choses, c'est vous. Vous pensez que si je suis pas une odeur de sainteté avec mon épouse, on m'annonce que son père ou sa mère est décédé. Donc je reste là tranquille. Je croise les bras. Parce que non, on a les problèmes. Non. Et le jour du deuil. Non. Ma belle-mère. Je mets d'abord nos problèmes de côté. J'enterre dignement ma belle-mère ou mon beau-père. Et peut-être le comportement à l'endroit de faire même ça peut même. C'est ce qu'on dit. C'est même ça qui peut taire le cœur. Le moment de deuil, le moment de malheur. Vous gagnez même en amour. Pour arranger les problèmes. De la manière dont vous avez géré, même l'homme peut encore vous dire ouais, mais laisse. Même l'affaire, la laisse. Parce qu'on a vu, il voit la manière dont tu étais engagé dans l'organisation de sa mère. Mais toi, tu viens à la veille avec quelques 3 membres de ta famille. Vous vous asseyez sur une tente. Vous attendez quand tu as vu que maman, tu ne viens pas dormir. On a agressé le lit là-bas. Il y a le grave. Viens te coucher. Non. Même dans nos villages, même chez vous, dans votre propre maison, vous vous amusez vous-même. L'enfant de la maison, vous n'avez pas où dormir le jour du deuil. Bien plus grave, c'est le genre de femme. Vous n'avez même pas vous-même l'enfant de la maison où dormir le jour du deuil dans votre propre maison. C'est le genre de femme qui demande même le café quand ça passe. Vous parlez de quoi? Elle demande le café quand ça passe. Donnez-moi aussi le café. Alors que c'est son deuil. Alors que c'est son deuil. Pardon, je veux aussi le café. Il ne faut pas avoir ce. C'est-à-dire, n'épousez jamais ce type de femme. Il ne manquait plus qu'elle nous dise qu'on les a refusés à manger. Oui! Que normalement, Elle qui ouais, bien sûr. Et tu vois, elle a envoyé sa valise dans le corbillard qui a amené le deuil. Je comprends donc que Belmondo demande à Gertrude de changer son comportement. Oui, change le comportement vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis même de ta belle famille, parce que je comprends pas que dans toute une famille, aucun beau-frère, aucune belle-sœur, personne, Ça ne peut pas se passer comme ça. personne dans tout un village. Belmondo, Tu te retrouves à la belle époque. il faut préciser quand on dit ici à Gertrude de changer ses habitudes, c'est pour dire simplement qu'il a de très mauvaises habitudes. Merci. Estelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la position des gens là qui vous... L'histoire de Gertrude nous ramène à ce qu'on se disait en off avant le début de cette émission. Ah oui, ça quand même gueulé fort en offre. Ouais, très très fort. Et donc, il y a que, c'est vrai, j'ai envie de dire aux personnes qui s'aventurent parfois à épouser certaines femmes ou des hommes qui ont déjà eu à avoir des enfants dans le passé, d'avoir le cardio. Parce que lorsque vous avez des enfants avec un homme ou une femme, c'est une relation à vie. C'est un lien à vie qui ne saurait se terminer que si cet enfant décédait. Et même lorsqu'il y a un décès, j'ai bien envie de dire que la relation pourrait toujours y rester. Il y avait déjà eu l'union. Et donc, Gertrude, pour ma part, est une très mauvaise femme. Malheureusement, je ne serais pas féministe sur son histoire parce que j'ai cherché dans cette histoire une branche sur laquelle je pourrais m'accrocher pour lui donner raison, mais je n'en ai pas trouvé, malheureusement, une fois de plus. Et donc, Gertrude nous dit qu'avant le décès de sa belle-mère, elle a eu de violentes disputes avec son mari, au point où ce dernier
l'a complètement écarté de tout à la maison. Là, il n'y avait même pas encore eu le décès de la maman. Donc, vous comprenez à quel point elle pouvait être assez envahissante pour ce dernier. Je m'explique. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme puisse être dotée, mariée légalement, devant Dieu et devant les hommes, puisse se comporter comme une, je sais pas, comme une femme qui dispute une place avec une autre, ce qui n'est pas le cas. Votre belle-mère est décédée. Oui, vous avez eu des problèmes avec votre mari, mais vous continuez à bouder. Le problème, c'est lequel? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, elle n'a même pas le sens de la priorité. La priorité, c'est le décès de la maman qui a surgi pendant les disputes. Elle n'a pas eu cette présence d'esprit de se rabaisser, dire à son mari, parce que, au-delà du fait que c'est sa belle-mère, c'est d'abord la mère de son mari. C'est pas à lui de venir vers sa femme pour dire, voilà, maman est morte, comment est-ce que tu penses qu'on va organiser le deuil? Non, c'était à elle de se rapprocher de son mari pour dire que, voilà, la maman est décédée, comment est-ce que tu penserais qu'on pourrait organiser le deuil de maman? Là, ça c'est l'attitude qu'une vraie femme devrait adopter, même Gertrude n'a complètement rien. Donc c'est une fausse femme. C'est une fausse femme. Elle m'a l'air d'une femme qui, lorsqu'elle a les problèmes avec son mari, elle ne prépare pas la maison. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est... Oui. Elle Elle a dit les boudés. Même les choses du monsieur, elle les refuse. choses du monsieur au lit parce que elle est fâchée, elle estime qu'elle est dans son droit de fâcherie et bien d'autres choses. Donc, son comportement dans cette histoire laisse à supposer beaucoup de choses sur son comportement réel dans la vie. Donc, Gertrude n'a complètement rien compris. Aujourd'hui, elle se fâche du fait qu'elle est arrivée au deuil de sa belle-mère et puis elle a dormi sous la tente. La mère des enfants de son mari, ses premiers enfants, a dormi dans la maison du deuil. Reste d'avoir à vérifier si ce qu'elle dit est vrai. Est-ce que c'est pas elle qui est arrivée trouver je ne veux même pas dire sa pelouse, pas sa pelouse, trouver la mère des enfants dans la maison familiale et elle ne voulait pas se mélanger à ces derniers. Elle plutôt allait se refugier sous la tente avec sa famille. Tu peux d'abord de la honte. Je suis juste en train d'analyser. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit en premier. Que l'enfant, pour quelqu'un qui a eu un enfant, une première relation, c'est un lien à vie. Je suis toujours moi dans la perspective d'inversion des rôles à chaque fois. Vous êtes avec votre gars ou votre mari qui a eu un enfant avec une femme et il est tout le temps prêt, enfin, il est en train de dire souvent, il faut que j'aille rencontrer la mère de papy pour qu'on discute par rapport au truc de l'enfant et tout. À un moment, vous n'êtes pas exaspéré. Ça, c'est autre chose, c'est ne mélangez pas ce que j'ai dit. Attendez, quand je parle de lien à vie, je m'explique. Oui, allez-y. Chez nous, les Bantous, il y a des traditions qu'on fait parfois. Et ce sont des trucs qu'on ne peut pas contourner. Je veux peut-être faire les enfants avec un homme avant le mariage. Je me marie demain. Et ces enfants que j'ai eu avant mon mariage sont appelés à faire des rites dans le village de leur père. Est-ce que c'est dire que moi, je ne parle pas de tradition. Je vous parle de la vie non, au quotidien. Ça, c'est autre chose. Moi, justement, moi, je ne suis pas dans la perspective des traditions. On n'a pas dit dans je parle de la vie au quotidien. Disons un peu une seule seconde. Bon, chérie, je me lève ce matin. B, je vais rentrer un peu tard, genre vers 18h au lieu de 16h. Je dois aller rencontrer Marie, la mère de papy. On doit discuter par rapport. Ça, c'est extrapolé. Ne mélangez pas les choses, Cédric. On ne mélange pas comment? Parce que vous dites que c'est un lien à vie, qu'il soit traditionnel ou bien social. C'est un lien à vie. Je parle de l'histoire de ce matin. Donc vous êtes déjà en train de vouloir couper ça. Je coupe ça. Vous coupez ça. Nous a dit. Vous voyez donc que vous n'avez pas le temps. Pour l'aider, ce monsieur ne disait jamais à son épouse que je m'avais voir à mon ex. Il ne le disait pas. Qui dit qu'il ne le faisait pas? Même s'il le faisait, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passait? Qui a interdit cela? Ne cherchez pas. C'est trop facile de dire. Je dis, monsieur dit, si votre épouse a un enfant demain et vous ne pouvez pas savoir qu'elle peut voir son ex, c'est un on n'a problème. jamais dit dans l'histoire ou alors elle nous a laissé entendre Moi, je cette préfère qu'on histoire ne me dise pas qu'il a que son mari entretient des relations avec la mère de ses enfants, ses premiers enfants. C'est faux. Parce qu'elle dit qu'à chaque événement dans la famille, cette femme est toujours là. Oui, elle est là parce que elle vient avec les enfants. Non, mais non, les enfants de cette famille. Elle a passé ses enfants là. Elle a dit que je ne connais pas, mais j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a un événement, oui, la cette personne dernière-là. c'est une cousine, ça peut être une tante, puisqu'elle ne connaît pas la mère des enfants. Ça peut pas dire forcément que ce soit elle a dit qu'elle Elle a eu remarque ce l'information. visage à chaque fois qu'il y a certains événements dans la famille. Après, tu Et dis elle a que remarqué- J'inverse toujours les rôles. J'inverse les rôles. Retrouvez-vous dans la situation de Gertrude. Cédric. Et vous remarquez qu'il y a toujours un même visage qui revient. Et votre gars ne vous a jamais, votre mari vous a Je pense jamais qu'il y a un présenté point, son ex. il y a un point très important à préciser. On n'a pas parlé d'une femme qui a fait les enfants avec
ce monsieur pendant que Gertrude était mariée. Pendant le mariage, c'est avant Ce sont le les enfants qu'il mariage. a fait avant le mariage. Pourquoi Ça ça change vous complètement dérange? la donne. C'est avant le mariage. Je m'explique. Si ça avait été une femme qui avait fait les enfants pendant que Gertrude était mariée, Oui, là pendant on le aurait mariage. donné complètement raison à Gertrude sur toute la ligne parce que ce monsieur aurait apporté la preuve de son infidélité dans son mariage. Et ça, c'est pas vraiment... Donc là, maintenant, il n'est pas infidèle. Il n'est pas infidèle. Non. Il n'est pas infidèle. Il n'est pas infidèle. Quelle infidélité? On parle de la mère de ses premiers enfants. Donc il y a eu un premier mariage. Elle a l'obligation de venir avec les enfants au deuil. Le droit, l'obligation de venir aux enfants. Je me demande au même deuil si avec j'ai ses écrit enfants. même sur Donc combien les Gertrude, enfants. c'est une femme qui voudrait être omniprésente, une femme qui voudrait qu'on centre toute l'attention à son niveau. Et C'est pourtant, une femme. Ce n'est pas le cas. Avant elle, il y a une autre femme qui avait eu des enfants et ces enfants méritent également des honneurs au deuil de leur grand-mère. Donc elle reste un peu à sa place et qu'elle se comporte comme la bonne femme qu'elle devrait être pour son mari au lieu de s'intéresser sur des futilités plutôt que de mettre la priorité sur ce qui devrait être normalement. Donc qu'elle essaie de demander pardon à son mari pour son très mauvais comportement parce que je ne suis pas sûre que sa belle-mère, sa défunte belle-mère de là où elle se trouve serait fière d'elle. Moi je dis toujours que la belle famille ne sont pas des amis, hein, mais il y a toujours une personne sur qui vous pouvez compter au sein de votre belle famille. Si Gertrude a posé le problème auprès de tous ses beaux-frères et que personne n'a trouvé le moyen de la soutenir, c'est parce que c'était le problème et non son mari. C'était comment une femme peut ramener l'histoire. Elle vous dit que j'ai dormi sous la table. Ça veut dire qu'au lieu de recevoir les invités, c'est elle qu'on a reçu au deuil de sa belle-mère. Ouais, Quand sa famille arrive, c'est elle plein. qui dit à sa mère que maman, voici ta chambre. Elle voulait jouer la victime. Telle personne, voici ta chambre. Elle dit que mon mari ne m'a pas donné. Elle a même, est-ce qu'elle a même pleuré? Est-ce qu'elle a même pleuré dans ce deuil-là? Est-ce que son mari Ok, Elle a même tapé le deuil. merci à tout le monde. Bon, Gertrude a bien écouté vos conseils et elle en avisera. Nous, on va prendre la colère. La dénonciation de ce matin soulève l'épineuse et fâcheuse problématique de la tricherie et de la corruption dans notre pays. Au Cameroun, la tricherie n'est plus seulement une faute. Elle tend dangereusement à devenir une méthode, une culture parallèle, une pédagogie souterraine qui apprend à réussir sans mérite et à grimper sans compétence. Tout comme la corruption qui gangrène notre société depuis des années, qui avance comme une hydre silencieuse dont chaque tête coupée repousse aussitôt dans un autre concours, un autre examen, une autre administration. Notre pays produit désormais des diplômés, pour la plupart, plus familiers des circuits de fraude que des exigences de l'excellence. Le dernier concours du barreau en a offert une illustration particulièrement troublante de cet état de choses. Faux diplôme, soupçon de manipulation, acte de tricherie criard, même les portes de la profession censée défendre le droit semblent désormais assiégées par ceux qui veulent contourner les règles avant même d'avoir prêté serment. Si cela peut amuser les adeptes de la corruption, reste que le symbole ici est violent. Lorsque la fraude s'invite jusque dans les concours destinés à sélectionner les gardiens de la légalité, c'est tout l'édifice de la confiance institutionnelle qui commence à se fissurer. Car enfin, que devient une nation lorsque la compétence cesse d'être le principal critère d'ascension? Que devient un système éducatif lorsqu'il produit des candidats davantage entraînés à contourner les examens qu'à maîtriser les savoirs? Car il faut se dire les choses très clairement. La tricherie dans notre pays détruit bien plus qu'une épreuve. Elle sabote la valeur du mérite, elle ridiculise l'effort honnête, elle transforme le travail sérieux en naïveté presque pénalisante. Dans les salles d'examen, certains élèves arrivent désormais équipés comme des agents clandestins. Téléphones miniatures, groupes de messagerie, documents dissimulés dans les tenues, réseaux organisés. L'intelligence n'est plus mobilisée pour comprendre, mais pour frauder avec sophistication. La salle de classe, depuis le secondaire, se mue en laboratoire de contournement, où l'on apprend très tôt que dans certaines circonstances, l'important n'est pas de savoir, mais de réussir à faire croire que l'on sait. Voilà qui est bien grave. Le plus grave est que cette culture de la fraude, de la tricherie et de la corruption ne naisse pas dans le vide, non. Elle parle profondément de notre société, celle du Cameroun. Elle révèle au grand jour une nation où beaucoup finissent par percevoir les règles comme des obstacles réservés aux plus naïfs. Une société où la corruption morale diffuse, enseigne quotidiennement que les raccourcis payent souvent davantage que la rigueur.
L'enfant qui voit les adultes prospérer grâce au passe-droit comprend très vite que la tricherie chez nous, qu'elle soit scolaire, académique ou professionnelle, ne sont peut-être qu'une version miniature d'un système bien plus vaste. Ainsi, la fraude académique devient le miroir d'une fraude morale collective. Les faux diplômes ne sont pas seulement des documents falsifiés. Ils incarnent une logique sociale où l'apparence compte plus que la substance, où le titre vaut davantage que la compétence réelle. Ainsi, on accumule les certificats pendant que les savoirs s'effondrent et l'on découvre malheureusement ensuite que des professionnels sont incapables d'assumer les responsabilités correspondant à leurs qualifications supposées. Les conséquences ici sont redoutables. Un pays comme le nôtre, qui banalise la tricherie, fabrique progressivement des élites fragiles et donc foncièrement corrompues. Ainsi, des médecins mal formés peuvent mettre des vies en danger, des ingénieurs médiocres construisent des infrastructures vulnérables, des magistrats peu compétents fragilisent le maillon de la justice, des administrateurs improvisés paralysent nos institutions. La fraude ne reste jamais enfermée dans les copies d'examen. Elle finit toujours par atterrir dans la société réelle avec des coûts humains, économiques et institutionnels considérables. Sur le plan international, cette dérive abîme également la crédibilité du Cameroun. La compétitivité ici, dans le système international, repose sur la qualité des compétences, l'innovation, la confiance dans les qualifications. Or, un système gangréné par la corruption valide la cimentation de notre système par la corruption et produit des diplômes dont la valeur devient obsolète et suspecte. Si rien n'est fait pour tordre le cou à ce phénomène qui, semble-t-il, est cautionné, le gouvernement risque alors de former les générations nombreuses sur le papier, mais fragiles dans la compétition globale. Prisonniers d'un paradoxe cruel où l'on possède des titres, des diplômes, des certificats sans disposer des capacités qui sont censées refléter. À bien y regarder, le plus inquiétant dans cette histoire est peut-être cette normalisation progressive du phénomène dans notre pays. Beaucoup ne s'indignent plus réellement de la corruption et de la tricherie. La fraude, tout comme la corruption dans notre pays, sont devenus un simple fait divers, presque une habitude nationale. On condamne publiquement, en admirant parfois secrètement, l'habileté du tricheur qui s'est bien débrouillé. Et c'est bien là que la morale collective nationale se brouille lorsque l'astuce illégale du mal commence à être confondue avec l'intelligence. Et peut-être qu'au fond, la tragédie du Cameroun n'est pas seulement que certains trichent pour obtenir des diplômes faux, mais que tout un système semble ici parfois enseigner qu'il est plus rentable d'apprendre à contourner les règles par la tricherie et par corruption qu'à devenir véritablement des citoyens compétents. Voilà donc dépeint le visage, les deux visages du Cameroun en général. Le dernier élément qui nous revient en tête, c'est cette vague de tricherie au sein même du concours d'intégration, au sein du barreau des avocats du Cameroun. Mais on peut en citer encore comme ça des tonnes. La même chose, le même phénomène a été vu à l'ENAM, le même phénomène a été vu au concours du CAMES, des docteurs, le même phénomène revient chaque année. Je me demande encore pourquoi on n'a même pas encore parlé de tricherie aux examens officiels. On a changé. Oui, c'est pour un. C'est pas encore fini. On a encore le temps. On attend. Le même phénomène revient au sein des examens officiels. Le même phénomène est dans la vie courante des Camerounais. La tricherie et la corruption ont atteint un seuil inimaginable. Et je vous fais un petit tableau, Estelle. Et il y a un type, tu es là dans ton taxi, je sais pas, ta voiture et tout. Tu roules, tu as tous tes papiers. Il n'y a pas un truc qui manque. Dès que le policier te siffle, ton premier réflexe en sortant le dossier pour lui donner, c'est de glisser 500 dedans. Le mec ne t'a encore rien demandé. Parce que tu sais que non, quand il va ouvrir, il ne va pas perdre le temps à tout regarder. Il va seulement sortir son billet. C'est une affaire de 10 secondes. Il te remet ton dossier. Tu gagnes en temps et tu fonces. Et c'est la triste réalité qui a tendance à prendre l'ampleur.
on n'arrive pas à frapper, je pense, sur la table. Le phénomène devient tellement grandissant. Mais c'est vrai qu'il y a que pour aller au niveau le plus bas en termes de tricherie, c'est-à-dire dans nos établissements scolaires, c'est parce que nos jeunes frères ont compris que ça ne sert à rien de briller ou alors de braver, parce qu'on nous a montré au Cameroun que ce ne sont pas les plus excellents qui excellent finalement. Allez-y voir ce que deviennent ceux qui étaient les premiers de la classe, les premiers dans les établissements scolaires. Pas pour dire qu'ils ne réussissent pas, mais la probabilité, elle est très très faible. Nos docteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont dans les quartiers, ils sont vendeurs de beignets, ils sont moto-taximens, et pourtant, ils ont fait de très grandes études pour au final ressortir comme des personnes qui ne sont pas passées à l'école, des personnes qui n'ont pas eu des diplômes. Donc il y a qu'aujourd'hui, les jeunes se disent, je vais mettre hors de douleur et apprendre pour que ça donne quoi au final. Que ça donne quoi? Pour que je me retrouve comme ces réintons, j'en me dis ça comme ça. C'est pas pour les stigmatiser, mais c'est ce que la plupart des gens maintenant pensent dans leur tête. Oui, en fait, c'est ce qu'on nous a, c'est ce à quoi on nous a réduit décidément. Donc, la tricherie qui se veut aujourd'hui grandissante dans le plus bas secteur, parce que nos plus jeunes frères n'arrivent pas, ils n'ont plus confiance au gouvernement en place. C'est pourquoi ça va aussi crescendo. Donc, maintenant, au niveau des concours, ceux qui font des concours professionnels et bien d'autres choses, moi, ça me chagrine toujours de devoir voir un futur médecin, un futur docteur qui triche, et pourtant, il est appelé à sauver des vies demain. Je vais vous surprendre. Il y a plusieurs années de cela, je connais quelqu'un qui devait composer le concours du CUS. À cette époque, ça intégrait encore et tout. C'était un ami à moi. Il devait composer le concours du CUS. Le jour, c'est un tété. Le jour où il doit même composer, il n'est pas lui là. Hein. Ses parents l'ont envoyé en vacances, je ne sais pas, c'était en France, je ne sais plus c'était. Et on a composé le jour là. Sauf que quand les résultats sont sortis, son nom est là. Et on a commencé à devenir ennemis quand je lui ai dit que, gars, tu as même composé. Donc, on a complètement banalisé la connaissance au Cameroun. On nous a fait comprendre que les plus savants ne valent complètement rien du tout. Et il n'y a qu'à voir la façon dont les surveillants sont de mise dans ces centres d'examen. Parfois, ces tricheries se font même avec la complicité de ceux qui sont censés nous surveiller. On glisse un petit 5 francs aux surveillants pour qu'ils nous laissent facilement engendrer de la tricherie. Et lui, il va accepter. Pourquoi? Parce que je dis ça comment, l'agent qui perçoit à la fin du mois est complètement médiocre, et donc il ne se retrouve que, du moins il se retrouve à devoir percevoir ces petits perdièmes là pour pouvoir se vivre. Donc c'est tout un enchaînement de situations qui fait en sorte qu'on observe toujours ce phénomène de tricherie au Cameroun. Et comme si ça ne suffisait pas, Belmondo Djouaka, on a une célèbre phrase qui tend à, on va dire ça comment, pratiquement à déifier le tricheur. On va dire que pour tricher, il faut être d'abord intelligent. Un idiot ne triche pas. À quel moment on fait passer un tricheur pour quelqu'un de savant? Vous savez que l'intelligent peut faire l'idiot, mais l'idiot ne peut pas faire l'intelligent. Ah, ça c'est sûr. Hein. donc il faut le dire. Si vous êtes intelligent, vous pouvez faire semblant d'être idiot. Mais un idiot, lui, il ne pourra jamais faire semblant d'être intelligent parce qu'il ne connaît pas. Mais bon, pour revenir quand même au sujet là, il a dit quelque chose qui est important. Aujourd'hui, le diplôme, c'est pas seulement le document falsifié. Vous pouvez avoir un diplôme authentique, donc qui est authentique, mais en réalité, c'est un faux diplôme. Faux parce que quoi? Parce que vous avez triché. En réalité, vous ne méritez pas ces diplômes, donc vous n'avez pas les compétences pour avoir ces diplômes. Donc, c'est classé au même titre que les documents falsifiés. Si vous n'aviez pas triché, vous n'auriez pas eu ce diplôme-là. Donc, vous êtes comme celui-là qui a échoué, qui allait falsifier le faux diplôme pour avoir l'emploi que vous convoitez vous aussi. Quand vous avez des avocats, des personnes qui veulent intégrer le barreau, qui trichent, et vous pensez que c'est quelle justice comment ils vont défendre un client demain? Je vais vous dire, il y a un grand homme, tricher, il y a un très grand homme de ce pays. Je vais taire le nom. Tu vois si je connais l'histoire. Racontez-la. Allez-y. Hein. Alors, qui justement va se faire opérer.
C'est l'histoire. Voilà. Oh, oui, l'histoire. Et donc, quand il arrive, il prend connaissance du chirurgien qui va... l'opérer. Rencontre son élève. C'est son fils. Il dit non, il ne veut pas. Il dit Il n'a non. pas bien fait ses classes. C'est le père. Mais il se rend compte que c'est son fils qui doit venir. C'est un peu Non. comme mon ami là qu'on a... Parce que justement, il sait quel chemin son fils a emprunté pour se retrouver là-bas. Acheter les concours. Très bien. Avant l'évacuation. Donc, du coup, il a demandé, non, vraiment, c'est l'évacuation. Évacuez-moi. Oui. Celui-là, il ne peut pas me toucher. Si celui-là me touche, je suis mort. C'est ça. Son propre fils. Donc, Parce qu'il sait par quel chemin. il sait par quel chemin. Vous avez dit, elle dit quelque chose. Vous avez quelque... Et c'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai vu des gens avec qui on était au quartier. On lance sur le concours de l'armée, par exemple. Le gars au quartier avec vous. Demain, vous entendez que le gars est parti en formation. Demain, il revient, il en... Vous ne savez pas par quelle alchimie. Non, là encore, ça peut même se comprendre. Non, qu'est-ce qui se comprend? Ça se comprend comment? Parce que dans l'armée, dans l'enquête de moralité, je vous rappelle Qu'est-ce qui se comprend? que récemment... Il n'a rien Je fait. vous rappelle que récemment, c'est le ministre délégué auprès du ministre de la... Non, c'est pas l'effort physique Je seulement. vous en prie, je vous rappelle que récemment, c'est Joseph Petit à son nom lui-même Voilà. qui a dénoncé le fait qu'il y avait des tricheurs et des faux diplômes au sein de Voilà, l'armée. on a évoqué les gens dans la dame. Mais quand vous dites que Je seulement les pose la gens... question, Jean-Paul. On est dans un pays où, quoi qu'on fasse, la tricherie semble persister et perdurer. Pourquoi? C'est une grande question, il faut au moins des heures pour décrypter ça. C'est dit, pour commencer, parce que le politique a échoué. Le politique est un mauvais exemple. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'en juin 2025, il y a subitement, par magie, je ne sais venu d'où, dysrégulation informatique dans le site du ministère de l'administration territoriale. Yebga devient subitement le président du Manidem. Alors que près d'un an déjà, on est déjà pratiquement à 1 an, on ne connaît toujours pas qui est celui qui a commis cette corruption informatique. L'impunité. 2. Lorsque vous avez un pasteur, parce que le président de la République a constaté que quoi qu'il arrive, on n'arrive toujours pas à gérer la situation de la corruption au Cameroun, on prend un pasteur, on le met au sein de l'institution de la CONAC, et que lui-même ne parvient toujours pas à tordre le cou à la corruption. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est le politique qui a donné le ton à la corruption et à la tricherie, à la fraude dans notre pays. D'accord. Eh bien, voilà donc la situation. Le Cameroun est devenu un vaste champ d'expérimentation de la tricherie et de la corruption. Vous le verrez dans tous les secteurs. Et finalement, le fait qu'on ne soit plus premier mondial en termes de corruption ne traduit-il pas peut-être qu'on a corrompu pour ne plus être à cette place? On marque une courte pause.